de Salicetti, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'écrire ce qui nous fait humains chez Numérivivre. Pourquoi avez-vous écrit au sein des religions polythéistes évoluées comme la religion égyptienne? Concernant le polythéisme de cette religion, comme vous l'avez suggéré vous-même, je pense que cette religion avait déjà en elle-même un fond monothéiste, à travers des divinités comme Ra-Ta notamment aussi, et que, comme d'autres aussi religions polythéistes de la même époque déjà évoluées, il y avait quand même la notion d'un principe antérieur à tout, supérieur et antérieur à tout, qui était désigné par l'un des dieux. La fois, ça pouvait changer, mais il y avait quand même parmi les dieux, il y avait une prééminence, n'est-ce pas? Qu'on voit aussi dans la religion grecque, la place de Zeus notamment, mais aussi par-delà les dieux, la place des parcs, du destin, etc. Donc il y avait cette notion que par-delà cette multiplicité de dieux, il y avait quand même une forme de principe ou d'entité unitaire fondatrice dont tout dérivait. Alors une partie de votre ouvrage concerne les Grecs. Alors on parle de Platon, Aristote, Épicure, les stoïciens. Comment se départagent-ils? Où sont les divergences entre les épicuriens et les stoïciens et Platon et Aristote de notre côté? Je pense que il y a trois grandes tendances dans la philosophie, bien marquées, bien distinguées par la philosophie grecque, et tendances qui vont perdurer après et qui structurent toute la pensée philosophique jusqu'à notre époque, dans toutes les sociétés et les civilisations, mais qui était particulièrement bien explicité, bien marqué par les Grecs. Alors, c'est ce que j'appelle une conception moniste mais transcendantale, qui est en fait ternaire, n'est-ce pas? Cette conception-là marque qu'il y a d'abord un point commun, une unité fondatrice, qui est aussi une perfection et unificatrice. Et en dessous de cela, dérivé de cela, il y a d'autres réalités, comme la réalité physique ou la réalité des êtres vivants. Alors c'est ce qu'on peut appeler un monisme transcendantal, un réalisme moniste transcendantal. Et il y a ensuite tout un autre courant qui est très fort aussi, qui celui-là, on peut le qualifier de naturaliste d'abord, et aussi de matérialiste ensuite, le matérialisme étant un des aspects de ce naturalisme. Et là, on a aussi cette conception prétend à un monisme aussi, mais ils essayent de faire une synthèse de ces deux versants, le versant matérialiste et le versant psychique et vivant. Alors ça, c'est la deuxième tendance. Et la troisième tendance, c'est celle de faire de l'humain lui-même la mesure de toute chose, comme ça a été très bien dit par Pantagras. Alors, ces trois tendances-là, alors la première, je l'appelle transcendantale, celle du principe absolu, n'est-ce pas? Voilà. La deuxième, on peut l'appeler, la deuxième et la troisième, on peut les appeler immanentistes, c'est-à-dire que elles essayent de regrouper soit sur la nature ou sur le matérialisme, soit sur l'humain propre. Alors, vous avez les deux catégories, les naturalistes et matérialistes d'un côté, puis d'un autre côté, vous avez l'humain propre, c'est ce qu'on peut appeler l'idéalisme absolu ou le libertarisme aussi. L'homme mesure de toute chose. Alors, on retrouve aussi ces trois tendances-là, après, dans les philosophes post-socratiques, n'est-ce pas? Alors, dans la première tendance, on peut placer Platon et Aristote. Dans la deuxième, les stoïciens, l'ordre naturel à la tête de tout, et aussi les matérialistes du genre Épicure. Et puis dans la troisième tendance, on retrouve aussi dans une certaine mesure les sceptiques, les sophistes, etc. Voilà. Tout ça est très intéressant parce que ça nous permet de ranger un petit peu et de voir comment, au siècle des Lumières, on retrouve
ce classement. Par exemple, il y a au siècle des Lumières, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Condorcet sont dans Oui, des, entre tout à guillemets, fait. dans des tiroirs très différents. Oui. Dans quel camp pouvons-nous les mettre? Alors dans la première tendance, celle moniste transcendantale, n'est-ce pas? La première tendance, vous avez manifestement euh, Voltaire, Rousseau, euh, euh, Kant, Kant euh, qui sont dans Montesquieu aussi, qui sont d'ailleurs pour eux, pour lesquels l'essentiel, c'est tout de même une transformation morale et spirituelle de toute l'humanité, ouverte à toute l'humanité. C'est la base de l'universalisme éthique de l'humanisme. Dans la deuxième tendance, vous avez alors deux groupes assez quand même assez différents. Vous avez d'une part ce que j'appellerais quand même en gros les naturalistes, les héritiers des stoïciens notamment, etc., avec Condorcet par exemple, avec Diderot. Avec Diderot. Et Et d'Alembert? alors, ou alors carrément les matérialistes avec Helvétius, avec Dolbach, etc., la Métrie, etc. Vous voyez. Et Alors justement, quand on aborde dans votre ouvrage le 19e et le 20e siècle, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des processus qui, selon vous, conduisent la technoscience, l'économie, le consumérisme vers un certain totalitarisme. en Occident, les humains vont découvrir avec un grand étonnement et un grand ravissement le pouvoir que le savoir scientifique et les techniques qui en dérivent donnent aux humains sur la nature. Ce progressisme, rationalisme technique et scientiste va déboucher aussi bien dans la première version sur la légitimation des grands totalitarismes, le sens de l'histoire, le sens de l'histoire, l'ordre naturel, ou que sur l'individualisme sans limite, clos sur lui-même, enfermé sur lui-même, avec toute la folie à ce moment-là qui en résulte de l'orgueil, de l'égoïsme, de la volonté de puissance. On arrive au post-moderne et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi les déconstructeurs et ce concept de déconstruction est-il devenu à la mode? C'est assez difficile à expliquer parce que c'est des constructeurs, je pense surtout là-dedans avec Derrida ou Deleuze et Foucault également. Je pense qu'ils sont d'une part les héritiers du matérialisme, du scientisme, euh, d'un certain côté, mais d'un autre côté, justement, ils ont voulu se débarrasser de la dérive totalitaire qui en a dérivé. C'est une réaction contre les totalitarismes aussi bien nazis que communistes, soviétiques, marxistes. C'est une réaction contre cela. Et un basculement vers une forme d'individualisme idéaliste, intégral, clos sur lui-même, qui devient en fait c'est un retour à Protagoras. L'homme, chaque individu mesure de toutes choses. Donc c'est la négation, on en arrive à la négation d'une vérité, d'un bien, d'un beau qui serait partageable, qui serait tout commun. Devient relatif. Tout devient relatif. Tout devient relatif. Tout devient absolument relatif. J'ai vu que vous avez écrit un ouvrage avec Bernard d'Espagnac et donc vous vous êtes préoccupé de physique quantique. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que la physique quantique, d'une certaine manière, ne serait pas une certaine réponse de la transcendance à l'immanence? La physique quantique a établi une chose très importante. Elle a été obligée de remettre le sujet humain dans les équations, dans la réflexion scientifique, dans la théorie scientifique, parce qu'on s'est aperçu du rôle que jouait l'observateur dans ce qu'il voit. Cette réalité avec laquelle on joue, où il y a le sujet connaissant d'un côté et l'objet connu de l'autre, qui ne sont plus réductibles l'un à l'autre,
mais qu'il y a autre chose, qu'il y a un troisième terme, justement, on revient à ce troisième terme transcendantal dont je vous parlais au début, qui est peut-être déjà ce que Dirac appelle la mer de Dirac. Et puis alors, en plus de ça, cette intrication ou cette non-localité, cette inséparabilité qui a été démontrée expérimentalement en 82 à Orsay, justement par Bernard d'Espagnac et par physicien Alain Aspect. Alain Aspect. Donc, je pense que ça milite pour indiquer qu'il y a englobant ce que nous appelons les objets et nous, il y a cette réalité. Comment envisager le retour au sens et au bon sens? Comment le philosophe que vous êtes peut aussi être un conseil pour les jeunes générations? Il faut voir ce qu'a donné justement la pensée immanentiste qu'on a décrit tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle donne actuellement, après les déconstructeurs aussi. Elle est en train d'enfermer complètement les humains dans leur corps, leur individualité propre, leur ethnie, leur sexe, leur genre, comme on dit maintenant, dans les cloisonnements sociaux qui existent, les classes sociales, les différentes communautés, etc., de les enfermer complètement là-dedans. Donc, elle est en train de morceler complètement l'humanité, et en insistant sur les différences et en les cloisonnant complètement, les opposant les uns aux autres. En faisant ça, elle détruit complètement ce qui a été l'idéal universaliste, éthique, spirituel, cognitif et esthétique de l'humanisme. Donc, nous sommes, il y a un fractionnement global, un enfermement global. Alors, je pense qu'il faut tirer la conséquence de cela et en revenir quand même à cet idéal universaliste de l'humanisme qui, à mon avis, est inséparable justement de la première vision de la philosophie, c'est-à-dire de ce ternaire où, à côté du monde physique, du monde des vivants qui connaît, etc., les englobant, les fondant, il y a ce troisième terme qui est au fond, qui est la référence de tout idéal universaliste, qui est la référence de tout idéal, et qu'il faut donc accepter cette façon de voir à nouveau, puisqu'on sait que l'autre tendance nous a amené à des impasses terribles, destructrices, aussi bien pour la nature que pour nos sociétés, et que individuellement que pour les humains. Eh bien, merci Claude Savicetti pour votre ouvrage qui, quelque part, rappelle que les maçons se battent contre le séparatisme et contre le communautarisme pour ne pas reconstruire les tours de Babel du XXIe siècle et qui nous permettrait d'envisager le retour au sens et au bon sens. Merci Claude. Je l'espère.